Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 21e numéro, Shai Gilgeous-Alexander. Et pour ce faire, nous revisitons le profil de Shai Gilgeous-Alexander à travers la vidéo scouting de Guillaume de Basket Info et d'un mini scouting de Jackson Hoy de TheStepien.com, site de scouting de l'époque. Origine de Star, Shai Gilgeous-Alexander, c'est parti. D'abord, Scouting Report vidéo de la part de Guillaume de Basket Info. Partie 1, Jump Shot. Gilgeous-Alexander utilise un set shot, c'est-à-dire appui au sol, plutôt qu'un jump shot comme la plupart des extérieurs. Plutôt bonne forme de tir, mais mécanique assez lente. Très bonne réussite sur les spot-up à 3 points, 40%, mais il en tente un tout petit volume, seulement 1,5 tentatives par match à peine. Le plus à l'aise sur des catch and shoot lorsqu'il a le temps de bien se préparer. Gilgeous-Alexander a aussi démontré des fulgurances sur du tir en sortie de dribble. Il est loin d'être fiable, mais pas du tout non plus un non-shooter. Il a besoin d'épurer sa mécanique de tir en mouvement, pour l'instant limitée plutôt à de la mi-distance. Malgré ses fulgurances, Gilgeous-Alexander n'est pas encore fiable en sortie de dribble. Il a des problèmes de mécanique de tir en termes de footwork, d'équilibre et de points de relâchement du ballon. Il s'élève aussi très peu finalement durant ce tir en sortie de dribble, plutôt un jump shot dans ces cas-là, et relâche le tir assez bas malgré sa très grande taille et envergure. Il a aussi beaucoup de mal à se créer de l'espace pour son propre tir. Il relâche le tir assez bas, donc doit pouvoir créer une séparation de qualité avec le défenseur pour avoir de bons tirs. Pour l'instant, il manque aussi de créativité et de savoir-faire. Malgré sa bonne efficacité à 3 points, 40%, les défenses le traitent encore comme un non-shooter. Il n'est pas craint dans le périmètre et il est incapable de punir les écarts défensifs, notamment les défenseurs passant sous les écrans. La question est la suivante, à quelle vitesse peut-il s'améliorer pour ne pas subir ce traitement en NBA ? Partie 2, Drive. Gilgeous-Alexander attaque le cercle de manière très méticuleuse. Son style de jeu est tout en maîtrise plutôt que ultra agressif. Il adore changer de vitesse pour déstabiliser son défenseur. Et par ailleurs, il utilise aussi le mouvement du défenseur contre lui, notamment en changeant fréquemment de direction pendant le drive pour perturber le défenseur et s'ouvrir ainsi de meilleurs angles de drive. Il aime d'ailleurs beaucoup utiliser un écran pour se créer un décalage et ensuite se rendre au panier sur pénétration, mais n'a pas forcément besoin nécessairement d'un écran pour ce faire. Il peut aussi attaquer depuis une position de isolation, en 1 contre 1. Il n'est pas explosif, mais fait de grandes enjambées qui couvrent énormément de terrain rapidement. Au niveau du premier pas, Shai Gilgeous-Alexander n'est pas explosif, mais il possède par moment un rapide premier pas pour faire la différence. Rapide du fait de sa bonne technique notamment, non pas de sa vitesse pure. C'est-à-dire façon de placer les appuis, façon de démarrer, feinte de tir, etc. Il est encore jeune et n'a pas encore atteint sa maturité physique. Peut-il encore gagner en vivacité et explosivité en NBA ? De manière générale, cependant, et malgré ses quelques flashs de premier pas tout en technique, Gilgeous-Alexander manque de vivacité et d'explosivité. Il n'arrive pas tout le temps à dépasser son propre vis-à-vis pour se rendre au panier. Est-ce inquiétant lorsqu'il devra affronter des athlètes NBA encore plus grands, encore plus longs, encore plus rapides et plus difficiles à éliminer ? Gilgeous-Alexander est par ailleurs capable de mener la contre-attaque plutôt rapidement, tout en maîtrise et en fluidité. Mais on peut là aussi se poser la question, est-il assez explosif pour briller sur de la transition en NBA ? Au niveau de la finition au panier, Gilgeous-Alexander score pour l'instant 61% de ses tirs au cercle. Il a un très bon toucher de balle et termine même des 2 mains. C'est par ailleurs aussi un finisseur très créatif qui utilise très bien, même excellemment bien sa taille et ses très longs bras pour se dégager des angles de lay-up et de tir très variés. Il possède aussi, d'ailleurs, un flotteur très prometteur, avec un bon toucher de balle et une belle portée sur ce tir, capable de le dégainer de un peu loin. Ça semble important pour lui de pouvoir finir à quelques mètres du cercle via ce tir, si, en effet, il n'a pas l'explosivité pour tout le temps se rendre à volonté au panier. Néanmoins, il conserve encore quelques défauts en tant que finisseur au panier. Il n'est notamment pas assez agressif et évite le contact. Il cherche toujours à finir en finesse plutôt que en force, quitte donc à se compliquer la tâche par moment.
Et puisqu'il est affecté déjà au niveau NCAA à peine par son manque de puissance, quid de la NBA? Sur sa qualité de dribble, SGA possède quelques bons moves balle en main, mais peut encore largement améliorer sa qualité globale. Il ne contrôle par exemple pas tout le temps le ballon et commet des erreurs basiques encore trop fréquemment. Marcher, portée de balle, etc. Partie 3, passing. Gilgeous-Alexander est tout simplement un général de terrain. Passeur très volontaire, extrêmement altruiste qui veille à impliquer ses coéquipiers à tout instant. Il réalise toujours la passe simple qui se présente. Il possède d'ailleurs, au passage, une excellente vision de jeu à tout instant et reste très attentif, gardant la tête levée pour trouver l'ouverture. Bien aidé, c'est vrai, également par sa grande taille, qui lui permet de voir par-dessus les défenses. C'est aussi un excellent passeur sur pick and roll, avec un très bon timing et plutôt réactif. Il arrive à bien manœuvrer les défenses et à trouver des angles de passe variés pour le rollman, mais aussi pour la deuxième option du pick and roll. C'est-à-dire que Gilgeous-Alexander lit bien les rotations défensives et si la défense aide sur le rollman depuis le côté faible, il est capable de servir le shooter ouvert de l'autre côté au moyen d'une skip pass. La verticalité aussi est une partie importante de son passing, avec ses très grandes mensurations pour un meneur, grande taille et très long bras. Il est capable donc de passer par-dessus les défenses et ou dans des angles très variés du fait de ses centimètres. Il ne se laisse d'ailleurs quasiment jamais étouffer par des défenses agressives et peut passer par-dessus pour échapper à cette pression. Gilgeous-Alexander est aussi, bien sûr, un excellent passeur sur pénétration. Il reste toujours sous contrôle durant le drive avec une superbe vision en mouvement. Il est capable de réagir très vite aux rotations défensives ou des zonages et trouve de superbes angles de passe de par cette qualité de rester sous contrôle à tout instant. En termes de QI basket, Gilgeous-Alexander démontre une très belle intelligence de jeu. Il lit bien les défenses, même très bien, et se montre capable de les manœuvrer balle en main. Toujours calme et sous contrôle, il est maître de la situation à tout instant sur le terrain. Un vrai général de terrain. Sur transition, il n'est pas assez explosif et rapide pour attaquer agressivement les défenses et accélérer le tempo. Mais il peut trouver néanmoins, malgré ce manque de vitesse, des ouvertures de manière chirurgicale sur des erreurs d'une défense qui a mal fait son repli. Pour parfaire le profil, Gilgeous-Alexander perd au passage très peu de ballons, seulement 3,2 turnovers par 40 minutes de jeu, ajusté pour rythme de jeu. 3,2 avec donc un bon ratio assist-turnover de quasiment 2. Il commet très peu d'erreurs, même si, parfois c'est vrai, il a tendance à vouloir tenter la passe un peu trop flashy. Plus que le playmaking en soi, en termes de gestion du jeu, Gilgeous-Alexander a démontré de très belles qualités de meneur pur. Mais il peut encore largement améliorer cette gestion du jeu. Il est par moments assez négligent, avec des erreurs très basiques et primaires. Son calme et sa capacité à ralentir le jeu sont une force, mais il se montre parfois, justement, un peu trop laid-back et passif. Quatrième partie, défense. Gilgeous-Alexander est un mauvais défenseur sur l'homme. Il n'arrive pas à contenir les pénétrations et se met trop fréquemment mettre dans le vent par son adversaire. Il manque de fondamentaux, mais sa vitesse latérale est également en soi relativement moyenne. Malgré son faible niveau défensif, cependant, Gilgeous-Alexander a démontré un très bon potentiel de défenseur sur l'homme. Des fulgurances par moment, notamment lorsqu'il s'implique. Il possède de très bons atouts, grand, très long, assez mobile, pour faire des actions lorsqu'il essaye. Il conteste aussi très bien les jump shots adverses avec sa grande envergure de bras, 7 pieds de long, qui lui permettent de très bien s'allonger pour bien contester le tir. Il peut même d'ailleurs défendre des postes 2-3 par moment de par cette longueur. Sur pick and roll, Gilgeous-Alexander est en revanche un mauvais défenseur là aussi, en partie à cause de son manque de technique. C'est-à-dire qu'il possède pour l'instant encore un mauvais footwork pour savoir comment faire passer l'appui, quand et avec quel angle, et doit encore apprendre à rester collé à l'attaquant. En termes de puissance, Gilgeous-Alexander a une belle et grande carrure, mais ne l'a pas encore totalement développée. Il manque donc en l'état de force et se voit très affecté par des contacts sur les écrans, ce qui le met très vite hors de l'action. En termes de défense collective et sur les aides, pour l'instant, Gilgeous-Alexander est un défenseur moyen, voire même mauvais loin du ballon. Il réagit en retard et manque certaines rotations. Ce n'est pas un cas désespéré pour autant. Le joueur est intelligent, comprend le jeu, mais c'est vrai qu'il doit encore apprendre à reconnaître plus vite les situations défensives. Il n'est d'ailleurs aussi pas assez rigoureux loin du ballon en termes de discipline défensive. Il fait des erreurs assez évitables et concède de bons tirs un peu trop facilement par moment. Sur les close-out fermés dans le périmètre, il est trop souvent hors de contrôle, notamment mordant fréquemment sur des feintes ou se jetant sans vraiment pouvoir contenir ensuite la pénétration.
En termes de playmaking défensif, Gilgeous Alexander utilise très bien sa taille et ses très longs bras pour créer des turnovers adverses à foison. 2 interceptions par 40 minutes. Il possède d'assez bons instincts et peut jouer sur les lignes de passe. Et c'est également, grâce à cette taille et longueur, un bon rebondeur. Deuxième mini scouting report à présent. Quelques mots de la part de Jackson Hoy sur le site de The Stepien à quelques jours de la draft. Il est 15e sur son big board dans cet article. Gilgeous Alexander est un dribbleur absolument incroyable pour sa taille. Et son contrôle du corps naturel et sa créativité sont des qualités réellement spéciales. Il se sert parfaitement et de manière fonctionnelle de sa longueur en défense et devrait devenir, à terme, s'il arrive à renforcer sa carrure, un défenseur capable d'impacter sur plusieurs positions, démontrant déjà au passage une belle tendance à réaliser des actions défensives loin du ballon avec cette longueur. Son Q-basket se démarque notamment dans sa capacité à prendre de très rapides décisions des deux côtés du terrain, mais aussi dans sa capacité à passer par-dessus les défenseurs et à trouver des shooters de manière très régulière sur des kick-out et autres skip passes vers corner opposé. Son autre caractéristique propre est la décélération, se démarquant totalement de tout autre prospect sur cette capacité de pouvoir s'arrêter à pleine vitesse. Malgré ces points positifs, SGA manque notamment de confiance dans son jump shot. Ce n'est pas un pull-up shooter naturel. Il se fait malmener du fait de son manque d'épaisseur et de puissance. Il n'a pas un premier pas explosif. Il prend des décisions parfois moyennes en termes de défense collective et il pourrait avoir du mal à apporter une vraie valeur en jouant sans ballon. Son éthique de travail, connue et reconnue, est évidemment un gros plus lorsqu'on tente de se projeter, notamment sur le développement dans ces domaines-ci. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'être plus que un meneur titulaire de calibre mauvais ou moyen, low to mid tier, simplement du fait de son manque d'explosivité, de qualité athlétique d'élite ou de jump shot beaucoup plus dynamique. Néanmoins, ça reste un bon joueur de basket avec un plafond assez haut qui pourrait devenir un joueur de rotation NBA de par son cocktail de taille, dribble et passing. Et donc à présent, quelques petits commentaires de notre part à propos de Shai Gilgeous-Alexander. Ce scouting report et donc surtout son évolution, peut-être une des plus incroyables évolutions qu'on ait jamais vues, de mémoire récente et de cette série a fortiori. Mais c'est vrai que pour le coup, je pense que son évolution est assez différente et son cas est assez différent de par exemple Giannis. Giannis, on l'a fait hier. Giannis, oui, l'histoire est fabuleuse, la progression est faramineuse. J'enlève pas tout ce que j'ai dit sur Giannis, mais il y a un côté un peu plus avec Giannis de, en fait au début c'est une page blanche. Et il y a un côté, il y a des fondations absolument merveilleuses de taille, longueur, qualité athlétique et aussi un peu instinct. Mais donc, ce cocktail-là, vu ses mensurations et qualité athlétique, si tu lui apprends à jouer au basket, en fait, ça va être génial. Et c'est devenu génial. Ce qui ne veut pas dire que c'était facile d'apprendre à jouer au basket et développer le dribble, etc. Mais tout de même, on partait d'une page blanche. Et là où je trouve que le cas de Shai Gilgeous-Alexander et de Jokic, qu'on va faire aussi après, est un peu différent, c'est que eux, c'était pas une page blanche. C'était pas un... Bon, tout est lointain, tout est improbable, mais il peut. Là, avec des Jokic ou des SGA surtout, donc on avait ce côté où... Non, c'est pas une page blanche, on connaît qui tu es à peu près, et même on a déjà posé des limites, plus que des défauts. Plus que des défauts de... Il y a un truc qui fait pas bien, mais ça peut changer. C'était presque des limites de... Bah tiens, le profil athlétique, c'est un peu une limite. Tel truc, voilà, c'est quand même assez notable que, en fait, c'est pas juste que il a développé un peu ce qu'on attendait de lui en mode la page blanche et la théorie complète qui devient un truc concret à la Giannis ou à la Gobert aussi. Gobert, c'est un peu ça pour le coup. C'était grand, long, donc on se dit ah tiens, si lui il peut apprendre des trucs, ça va devenir la folie de par les centimètres, et ça l'a été. Donc on n'est pas là-dessus, on est plutôt avec Shai sur un mec qui en fait a littéralement, enfin non pas littéralement, qui a fait exploser le plafond qu'on lui avait mis en fait, et qui clairement il n'est pas monté d'un étage en explosant ce plafond, il est monté de 7, 8, 9 étages de plus quoi, et à un niveau qui est absolument incroyable aujourd'hui, de calibre MVP et patati et patata, voilà tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que donc à la lecture de cet article, enfin plutôt de mon scouting report vidéo de l'époque, bah, c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. D'ailleurs, je pense qu'on va se le faire sur Twitch. On devait le faire il y a quelques temps cet été déjà, mais on n'a pas eu le temps. Mais on va se le faire sur Twitch un peu au niveau image, parce que vous allez voir qu'avec les images, c'est encore mieux de décortiquer tous les trucs où, bah, littéralement, tous les trucs qui faisaient mal, aujourd'hui, il les fait bien. Et alors,
Oui, c'est vrai que pour dire aussi pourquoi est-ce que j'ai fait ça, donc mes vidéos de l'époque, Scouting Report, parce que c'est vrai que Draft Express n'existait plus. Le site n'existait plus 2018, donc parce qu'il s'était fait racheter à ESPN, et donc voilà, il faisait encore une vidéo sur ESPN, je crois, quoique même pas, je suis même pas sûr, hein, sur Shai, j'ai pas le souvenir, il faisait plus que les très gros prospects, on va dire, le top 10 et ainsi de suite. Et moi, de mon côté, moi-même, je faisais des articles jusqu'ici, mais en 18, j'ai fait que vidéo. Voilà, je sais pas pourquoi, cette année-là, j'ai pas pris le temps en plus de faire les articles comme j'avais fait pour un an avant avec Tatum, Markel Fultz, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû un peu bricoler, c'était un peu moins fluide qu'un joli article que j'aurais pu lire, évidemment. Et j'ai rajouté aussi donc les conclusions de Jackson Hoy, que je pense vous connaissez désormais, qui, si vous avez écouté la série, c'est l'homme qui a découvert Ja Morant. Et même, je vais vous le dire, littéralement, une semaine après ce qu'il a écrit sur SGA, il publie cet article sur Ja Morant que personne connaît. Il dit, voilà, le mec, une petite fac, vous allez voir, il va être top 10, et c'est le cas. Et c'est un mec qui, depuis, s'est fait engager par Memphis, département de scouting, et qui aujourd'hui, 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, est littéralement le directeur du département de scouting de Memphis. Donc voilà, si j'ai mis un peu cette conclusion, c'est pas pour qu'on se moque de lui, au contraire. Et c'est pas pour que, si vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui ce mec là qui a dit ouais, mais il a un plafond très bas, il va être au mieux un joueur de rotation ou un meneur de calibre mauvais, quoi, low to mid tier. Mais c'est qui ce mec? C'est un clown? Bah non, c'est pas un clown. Je l'ai mis justement parce que c'est un mec très fort et un mec très pertinent, Jackson Hoy, à l'époque. Et que pourtant, entre guillemets, même lui, il dit voilà le plafond de SG et c'est pas plus haut, quoi. Et je trouve que c'est assez significatif pour le coup, mais faut dire aussi, j'étais quand même un peu plus haut. J'étais quand même plus haut sur Shai que ça. Et vous avez bien vu dans la vidéo à quel point je montre quand même qu'il y a pas mal de points positifs et de potentiel. Pas que positif, mais aussi du potentiel. Ce qui veut pas dire que j'ai pas été surpris, évidemment. Il y a quand même des trucs où c'est la folie totale. Mais je pense que j'avais une vision un peu moins basse du potentiel maximum, clairement. Et pour dire aussi, moi, je l'adorais. Hein. Franchement, j'adorais un peu Shai à l'époque. Anecdote un peu du coup à ce propos, son année à Kentucky, c'est un peu à l'image de sa carrière NBA. On va décrire, mais c'était un peu un avant-goût, on va dire, de ce qu'on allait vivre, puisque donc c'est un lycéen qui est à ses côtés, hein, pour le coup, Shai, il est 30e du RCSI, donc il n'est pas top 5 ou top 10 non plus, mais 30e ça va, donc le RCSI, le classement, le consensus de tous les classements lycéens, 30e, c'est pas mal. C'est la génération PJ Washington, à l'époque, qui est 14e de la QV de lycéen, PJ Washington, le freshman aussi, Kevin Knox, qui est 10e, Kevin Knox, à l'époque, l'ailier shooter et driver aussi, même si le drive était un peu méconnu. Hamidou Diallo aussi est par là, le fameux Hamidou Diallo, hyper explosif, hyper athlétique, et ainsi de suite. On avait aussi Quad Green, qui était top 20, lui aussi de la décennie, non, quand même pas, top 20 de la QV de lycéen, Quad Green, mais je crois qu'il a pas fait grand-chose, malheureusement, Quad Green, par la suite. Génération aussi, Nick Richards, 18e de cette QV aussi, Nick Richards, le pivot. Et oui, plus des mecs, et non, j'ai oublié encore un nom, Jared Vanderbilt qui va passer la saison blessé, mais qui était lui aussi 13e meilleur lycéen du pays, Vanderbilt. Donc voilà, c'était quand même une QV assez dense, avec, bon, le problème, aucune méga star, on va dire, puisque même Kevin Knox, hein, bon, c'était pas non plus le go-to guy, c'était pas qui est-ce qu'on a connu déjà à Kentucky, le John Wall ou des mecs comme ça, quoi. Non, c'était pas ça, mais une belle profondeur avec même des mecs qui étaient revenus, hein, donc tout ce qui était Sacha Killier-Jones, on a dit, top 20 l'année d'avant, en termes de sortie de lycéen. Wenyen Gabriel aussi était encore là. Voilà, au final, encore une fois, une équipe de Kentucky avec des tonnes de futurs NBA. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, même plus. 8, ouais, c'est ça, 8. Et Brad Calipari, le fils de John Calipari, qui était encore par là. Mais non, mais en fait, il fait un début de saison où c'est pas du tout le plus coté, c'est presque même d'ailleurs le moins coté de tous ces lycéens et presque de l'effectif. Et en fait, le début de saison est assez compliqué pour Shai, notamment le fameux Championships classique, vous savez, au début du mois de novembre, quand il y a North Carolina, Kansas, Michigan State, Kentucky et Duke qui s'affrontent là chaque année à peu près, donc sur la TV nationale. Il joue pas trop, voilà, le début de saison il a pas trop sa place. Je peux vous dire un peu le minutage, 23 minutes, 27, 26, etc. Et en fait, on a un jour, tout a changé. Et ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, quand j'ai vu le match, moi, pour la première fois, pour le coup, de Shai, c'est contre Louisville. Voilà, en plus, un gros match. Donc, toute la première partie de saison, le calendrier, on va dire, hors conférence. Donc, c'est les 2 premiers mois du mois de novembre et décembre. Il a du mal. Voilà, il a du mal. Et puis, vient ce 29 décembre 2017 contre Louisville et il fait une masterclass. Et à partir de là, en fait, il va jamais s'arrêter. Il devient titulaire quasiment de suite après, alors qu'il sortait du banc. Et donc, après ce gros match contre gros adversaire qu'est Louisville,
titulaire. La fin de saison, le calendrier de conférence, il est très bon contre les... Donc, en plus, un niveau de compétition qui était plus haut, en plus. Donc ça, c'est quand même assez notable. Et puis même, la fin de saison, le tournoi de la SEC, le tournoi de la conférence, ils sont très bons, et lui aussi. Et puis March Madness, malheureusement, ils vont pas aller au bout. Ils vont s'arrêter au round 16, avant le Elite 8, et ils s'arrêtent contre Kansas State. Mais là encore, il fait des grosses perfs. Il fait 27 points notamment contre Buffalo, March Madness, 19 points aussi contre Davidson. Bref, voilà, c'est un peu ce qu'on va connaître aussi en NBA, c'est-à-dire au début, statut de draft, vous avez bien vu, qui n'était pas parfait comme profil. Au début, c'est un peu timide, et puis ensuite, il s'impose, et puis c'est un peu aujourd'hui le go-to guy et le mec qu'on connaît. Donc c'est même au sein de sa première année et sa seule, one and done à Kentucky, on a même vu ce côté amélioration. C'est ça qui est un peu rigolo dans cette histoire. Et en effet, bon, autant le dire que les progrès sont venus de tout et partout. Et je pense que le point principal chez lui, et vous avez bien vu, Jackson Hoy aussi en parle, c'est le côté manque de qualité athlétique et d'explosivité, de vivacité. Et c'est un truc qui est classique dans cette série, on en a beaucoup parlé. Mine de rien, la création offensive se repose quand même beaucoup sur ça, sur cette capacité, ou pas, à arriver à générer des décalages de par la vitesse. Que ce soit être assez vif pour aller sur pull-up, être assez vif pour dépasser le défenseur, aller au drive, etc. Et c'est vrai que ça manquait assez largement en fait chez Shai. Et bon, même si le jeu était déjà en train d'évoluer en 2018 et qu'il y avait moins ce besoin du premier pas et ces standards un peu qu'on avait connus auparavant, c'était quand même assez important, et je pense que c'était pas à tort, parce que c'était un niveau de, entre guillemets, non-vivacité et non-explosivité qui était pas, il y a d'autres joueurs qui peuvent compenser, de type Luka Doncic. Luka Doncic, on a bien vu, même draft, Luka Doncic, que il y avait quand même la taille qui le sauvait. Et donc en fait, ok, il allait lentement, mais il était quand même un peu vif pour le coup, et donc un peu vif plus la taille, c'était quand même, ça servait à faire des différences. On l'avait vu faire des différences d'ailleurs au plus haut niveau, hormis la NBA qui était l'Euroleague, qui était la Ligue espagnole. Donc voilà, c'est quand même pas pareil comparé à donc un Shai qui était plus petit, donc un peu moins de je peux aller où je veux à volonté, qui était pas du tout physique non plus, il était pas agressif, on va en parler, mais qui était, je pense aussi, à un niveau de vivacité encore un peu plus bas, quoi. Ou en tout cas, ça l'affectait partout. Donc c'est un doute qui, en effet, on a vu par la suite, et c'est aussi un thème, c'est que, on l'a déjà dit, mais les drivers d'élite année 2020 n'ont pas du tout la même tête que les drivers d'élite en 2005 ou 2010 ou 2015 même. C'est-à-dire que ceux d'avant, ils avaient beaucoup des drivers d'élite d'il y a 10-15 ans étaient des joueurs explosifs, parce que c'est comme ça que tu faisais les différences. Aujourd'hui, en 2020, avec l'espace de plus en plus disponible, il y a moins besoin de ça. Avec tout cet espace, tu n'es pas obligé de faire un démarrage rapide. Tu peux arriver à naviguer à perdre le défenseur en termes de nuances, en termes de changement de direction, de drive dans cet espace. Donc ça permet aussi d'avoir des profils différents. Et donc c'est pour ça que Shai et Doncic sont les meilleurs drivers de NBA, alors qu'ils n'ont pas du tout le premier pas. Mais il faut quand même bien insister là-dessus. C'était inquiétant. Et c'était inquiétant, et pas que, parfois je le dis, oui, alors ça c'est un peu un vestige d'époque, c'est un peu un marqueur d'époque de oui, on s'est trompé. Le cas de Shai, c'est vrai que c'était un vrai doute, et un doute à mon avis légitime c'était pas que le manque de premier pas pour aller au panier, quoi. C'était un manque de vivacité partout, notamment même sur les pull-ups. Donc ça, par exemple, on ne le voyait pas chez Doncic. Doncic, pour le coup, il arrive à faire partir le tir à peu près quand il voulait, sur isolation, sur step back, etc. Alors que Shai, non. Donc ça, c'était quand même inquiétant de manière un peu légitime, mais là-dessus, il n'a pas gagné en explosivité, mais il a quand même gagné un peu en vivacité, mais surtout, tout le reste du jeu a évolué. C'est ça le truc, c'est que on disait, bon, vu le répertoire technique, le manque de vivacité est un doute pour créer, face à des mecs plus grands, plus longs, etc. Et plutôt qu'améliorer l'explosivité ou vivacité, et ça c'est vrai que ça s'améliore pas trop, c'est un peu intrinsèque, on va dire, plus ou moins, ça bouge très peu. Il a fait l'inverse, il a amélioré tout le reste, c'est-à-dire que, non mais en fait, même sans cet aspect physique, je vais tout de même arriver à faire partir le ballon, à faire partir le tir, à aller sur mes spots, etc., etc. Et pour dire aussi, oui, pardon, j'ai même pas rappelé le contexte un peu, c'est pas du tout le meilleur meneur de la draft à l'époque. Donc il y a Doncic qui est le meilleur prospect de très loin, sauf pour certains front office et certains sites américains, ou pas que américains d'ailleurs, mais bon bref, on va pas refaire l'histoire. Donc Doncic, génération Doncic, Trae Young aussi, et un peu et pas loin là-dedans. Donc Trae Young, meneur aux côtés de la draft 2018. Donc c'est une draft avec meneur et
et big, grosso modo. Donc ça manquait un peu d'ailier. Les deux ailiers, c'était un peu Michael Bridges et Miles Bridges et Kevin Knox mais un peu loin, quoi, du coup, autour de la 10e place. Mais sinon, c'était une draft avec que des bigs ou des petits. Donc les bigs, c'était Ayton, Marvin Bagley, Mo Bamba, justement, Wendell Carter Jr. Voilà, c'est un peu ce groupe-là. Et côté meneur, donc il y avait Doncic, et pardon, dans les bigs, Jaren Jackson aussi. Jaren Jackson, deuxième meilleur prospect de cette QV, au passage, on le rappelle, pour le coup. Mais non, mais du coup, les petits, c'était Doncic, Trae Young, Colin Sexton aussi, qui était un des meneurs, qui était mieux coté, plus coté que Shai. Et même Sexton, c'est c'est l'année où il est très bien coté parce que c'est un peu the guy, quoi. C'est un peu le bulldog en termes de personnalité, qui était impressionnant en termes d'aura et tout. Il y avait un match aussi en début de saison où Sexton finit sur le terrain, ils sont à 3 contre 5, ils finissent un match comme ça et ils gagnent contre la fac de Minnesota. Lui il joue pour Alabama, mais il y avait grosso modo il y avait une bagarre dans le match, donc tout le monde avait été éjecté, et donc Alabama il leur restait 3 joueurs et Sexton à 3 contre 5 ils vont gagner le match. Enfin voilà, Sexton était quand même plus coté que Shai même à l'époque, et donc grosso modo on est un peu dans le tiers d'après, entre les places 10 et 15, il était un peu attendu là-dedans. Alors vous avez bien compris, hein, les avis sur Shai pouvaient grandement varier à l'époque, parce que comment est-ce qu'on pondère skill set versus qualité athlétique, à quel point est-ce qu'on était inquiet ou pas sur le développement, le rôle et ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup on a, pour dire un peu la zone, c'est les ailiers, Michael Bridges et Miles Bridges qui étaient un peu par là, Kevin Knox aussi, du coup notre ami Michael Porter Jr. aussi, qui était un talent de beaucoup plus haut niveau, mais qui est tombé 14 ou 13 à cause des blessures. Mais en début d'année, Michael Porter Jr. sur les mock drafts, parfois il est premier devant Doncic au mois de septembre. Alors quoique, peut-être au mois de août, avant qu'il y ait eu l'Eurobasket. Mais pour le coup, voilà, Porter Jr. c'était le gars, quoi. C'était le lycéen et ainsi de suite. Malheureusement, il fait une saison quasi blanche à Missouri. Donc, et comme on sait qu'il y a un historique de blessures assez conséquent, il était un peu tombé, mais talent de niveau un peu supérieur. Et dans cette zone aussi, on a l'invité, Zaire Smith, le fameux Zaire Smith que j'adorais, qui a un profil complètement atypique, un de mes prospects préférés all-time, qui est tombé chez les Sixers, et donc forcément il s'est passé un truc bizarre avec les Sixers, comme tout le temps. Jérôme Robinson aussi, qui était monté un peu tard dans cette draft de Boston College, et donc au final, Shai va finir 11e. Le choix de Charlotte à la base, mais qui va être échangé, je crois, contre Miles Bridges, si je dis pas de bêtises. Miles est 12e, donc ils vont changer, ils vont faire un swap des deux. Mais donc bref, voilà pour le contexte au niveau de sa place, mais donc en termes de potentiel aussi. Vous voyez bien qu'on n'a pas le statut de ça va être une star, quoi, même très très loin. Et donc, un peu de détails maintenant sur le scouting report. C'est vrai que le jump shot est peut-être un des trucs les plus épatants à son sujet, parce que moi j'insiste et j'encourage à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, les vidéos que j'avais faites à l'époque, parce que les images vont être plus parlantes que mes mots actuellement. Mais en fait, on avait un shooter qui était pas bon, en fait, même pas très bon. Alors, le 80% lancé franc était rassurant sur le côté touché de balle. C'est un mec qui parfois en prenait des pull-ups en sortie de dribble. Mais franchement, c'était pas des tonnes. Hein. Alors, il a fait un peu plus en fin d'année. Plus l'année avançait, plus il rajoutait des trucs à son répertoire, hein, Shai. Donc, fin d'année, ok, il prenait quelques pull-ups parfois, mais même le volume à 3 points de base était pas top. Donc voilà, quand tu prends aussi peu de 3 points, y compris donc juste catch and shoot, on se dit bien que bon, c'est pas tant que c'est un shooter, quoi. Donc ça, c'est important. Et alors, point mécanique aussi, on en parle beaucoup dans cette série des mécaniques de tir. Il y a un côté, vous savez, le duel entre jump shot ou set shot. Le set shot, c'est S-E-T, pardon. Donc les pieds à plat, les pieds set, déjà prêts, quoi. Et donc grosso modo, tu pousses les bras et les jambes en même temps, alors que le jump shot, qui est plutôt un tir d'extérieur, contrairement au set shot qui est des bigs, le jump shot, c'est je bondis, je jump, je saute en l'air, belle élévation, et en haut du saut, je relâche le ballon. Voilà, c'est un peu l'idée. Et c'est vrai que Shai, en fait, sur le catch and shoot et un spot-up, et même parfois en termes de sortie de dribble, c'est un mec qui préférait plutôt le set shot. Mais pourquoi ? Mais parce que manque d'explosivité. Donc c'était pas un big, hein, c'était pas du tout un gros comme Al Horford ou comme Cousins. Mais en fait, c'est un mec qui était pas si vif que ça sur les appuis. Et donc il était plus à l'aise pour dégainer un peu de manière statique et avec les pieds bien ancrés au sol. Mais aussi, quand il tentait de faire des jump shots, donc le vrai jump shot, je plante les appuis, je décolle au sol et je tente d'avoir une belle élévation. Déjà la prise d'appui, elle était pas toujours bonne, on va en parler, mais il y a un côté où ça décollait pas très haut. Il avait du mal, quoi. Il avait du mal à exploser sur le jump shot, sur le jump, hein, littéralement, après un mouvement. Donc c'était quand même un peu un problème. Pour dire aussi, je crois que Jackson Hoy en parle sur un autre article, mais il dit sur les 3 points, du coup il a du mal à générer de la puissance sur des catch and shoot, et à 3 points il se repose beaucoup sur un forward momentum, justement. Il se repose beaucoup sur une prise d'élan et hop, basculer vers l'avant, parce que il y avait donc un gain de puissance, quoi, là-dedans.
mais sur des vrais pull-ups, des vrais tirs en sortie de dribble, il y avait un côté où c'était assez cata. C'était assez cata. Alors, heureusement, c'était pas ma vision de l'époque. Hein. À l'époque, je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça et c'est quand même difficilement, comment dire, on peut difficilement travailler dessus, hein, sur la mécanique, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un peu la vision inverse. Je pense que plutôt, ce qui est important, c'est la fondation. C'est le toucher de balle et ce doigté naturel. Et ça, il l'avait. Donc, on a vu qu'une fois qu'il a nettoyé la mécanique en soi, bah, il a pu exploiter ses fondations, ses qualités de base de toucher et de précision dans le tir. Alors que l'inverse aurait été plus embêtant. Un mec qui déjà avait la mécanique mais n'avait pas du tout cette précision, ça pour le coup, le toucher, ça évolue très peu en carrière, voire même quasiment pas. Mais il faut dire que, donc, certes, tout ce qui est mécanique et prise d'appui, ça peut se travailler. Il l'a travaillé à un niveau, il est passé de 2 sur 100 à 98, ou même à 100 ou à 105 hein, aujourd'hui. Mais c'était vraiment très bas quoi, à l'époque. C'était la prise d'appui, vous allez voir les images, hein, comme dit, il prend appui n'importe comment. C'est-à-dire, parfois le pied gauche devant le pied droit, après un mouvement, après un drive, hop, j'essaie de m'élever pour le jump shot, mais du coup, j'ai les pieds totalement écartés ou alors totalement resserrés ou les pieds désordonnés. Donc la prise d'appui après un mouvement était vraiment brouillonne de chez brouillonne. Donc forcément, quand tu prends pas bien appui, tu peux pas bien t'élever pour aller chercher le jump shot correctement. Pareil, au niveau de l'élévation, ce manque de jus, ce manque d'explosivité dans les mollets et les appuis fait qu'il s'élevait pas beaucoup. Donc c'est dommage parce que tu avais un mec qui était grand, hyper grand pour le poste, hein, 6'6", largement au-dessus de la moyenne des meneurs, hyper long, envergure de bras de 7 pieds de long, ça c'est la clé de son jeu évidemment, et pourtant un mec qui relâchait le tir assez bas, quoi, et qui avait un très très mauvais équilibre pendant le tir, etc. Là-dessus, c'est absolument bluffant ce qu'il a fait, et je pense que c'est très bien qu'il ait voulu insister sur le jump shot, justement. Et qu'il ne soit pas dit, non, finalement, restons un peu sur des tirs un peu en set shot, un peu appui, enfin jambes et bras en même temps. Non, parce qu'au final, c'était dur à bosser, c'était pas bien pour son profil physico-athlétique de base, c'était pas idéal, en tout cas, vu son manque de vivacité. Mais ce qu'on voit à la fin, c'est que c'est quelqu'un qui est totalement fonctionnel aujourd'hui de par cette mécanique. Alors qu'on a bien dit, un mec comme Doncic qui a toujours eu un peu cette tendance à vouloir revenir vers l'arrière pour un step back plutôt que pouvoir shooter après un forward momentum, Shai c'est l'inverse. Shai, il a insisté avec cette mécanique qui n'était pas bien pour lui, alors que je pense que un peu sur cette mécanique un peu comme Doncic, un peu à ressort, hop, charger les bras et les jambes en même temps, un peu comme Doncic ou Harden ou des mecs comme ça, je pense qu'il aurait pu, dans les premières étapes de sa carrière, arriver à générer plus de puissance facilement avec une mécanique comme ça. Mais non, il faisait des vrais jump shots, donc à la fac, catastrophique en termes de tout, très brouillon, appui, équilibre, élévation, etc. Mais sauf qu'il a bossé, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le pull-up, évidemment, fabuleux, un des meilleurs de NBA, si ce n'est le meilleur, mais qui est surtout très fonctionnel. Et aujourd'hui, Doncic n'est pas capable, après une course vers l'avant, sur un pick and roll par exemple, de course vers l'avant à très franche, de hop, s'arrêter pour exploser verticalement sur un jump shot, il peut pas, le Doncic, pareil pour Harden. SGA, lui, il peut. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que il se démarque totalement de ce moule un peu à la Doncic, Harden, donc et lui, hein, les 3 drivers en nuance, les 3 drivers en puissance, etc. SGA, pour moi, c'est ça sa force, c'est ce qui aussi en fait un joueur un peu plus complet, en un sens, parce que beaucoup plus fonctionnel sur la mi-distance et donc à tout instant. Après avoir bossé la prise d'appui en soi, après avoir bossé l'équilibre, après avoir bossé aussi les bras, parce que j'en avais pas parlé, hein, mais même la mécanique des bras en soi était très brouillonne et très irrégulière. Vous voyez, d'un tir à l'autre, il n'arrivait pas à exécuter le même geste. Donc ça, c'est aussi, c'était un très gros défaut de l'époque. Mais ça a été corrigé au final. Et donc, après avoir bossé tout ça, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a une prise d'appui impeccable en mouvement, alors que vraiment, c'était le mec qui... Waouh, non, mince, qu'est-ce que je fais je mets les pieds n'importe comment. Aujourd'hui, c'est impeccable, c'est le meilleur de NBA ou pas loin, qui a aussi désormais aussi une bien meilleure élévation, pour le coup. Donc ça, c'est quand même bien. Autant l'explosivité, ça se bosse pas, autant ça, quand tu prends de meilleurs appuis et que la partie basse du corps est plus puissante aussi, tu t'élèves un peu mieux. Et moi, ce que je trouve aussi sa force, c'est que en fait, il arrive à trouver un équilibre totalement fou en haut du jump aujourd'hui. Il s'installe un peu avec justement, c'est pas un Uber athlète, c'est pas un athlète de fou à la Westbrook, mais cette élévation, la prise d'appui, plus aussi les bras, parce que la mécanique est très très bonne aujourd'hui, hein, avec il a des bras très longs, mais bien faits, l'angle du coude est parfait, et je trouve en fait, avec sa carrure très large d'épaule, le bon saut, il trouve une certaine stabilité en l'air, et une fois qu'il y est, il n'y a plus qu'à laisser faire le toucher, grosso modo. Et pour moi, c'est l'arme qui change tout dans ce profil de scoreur, parce que c'est ce qui fait qu'il peut littéralement dégainer quand l'ouverture est là, à tout instant et immédiatement.
et qui même à 3 points aujourd'hui, voilà, c'est quand même assez bien meilleur. Et je pense aussi que le fait d'être plus costaud, ça facilite aussi la vie sur les catch and shoot à 3 points aussi, d'arriver à générer plus de puissance, contrairement donc à avant où il était un peu obligé de le faire en mouvement, pour hop, en mouvement t'as plus de puissance à transmettre au ballon. Aujourd'hui non, donc ça c'est quand même assez cool. Et puis l'autre aspect, c'est le drive. Et le drive, comme je dis aussi à l'époque et que je montre dans la vidéo, il y avait déjà un potentiel de fou parce que les bras en fait. Et avec ces bras, 7 pieds de long, on rappelle 7 pieds de long pour un meneur, c'est la folie furieuse. Et en fait, c'est des bras qu'il utilisait déjà très bien pour se créer des angles de lay-up à volonté. Il y a plein d'exemples dans la vidéo. Vous voyez que soit c'est je tire par-dessus, soit c'est je tire autour. Donc il y a un protecteur de panier qui vient sur lui. Et en fait, avec ses bras, il est capable de tendre le bras et donc de garder un peu le ballon hors de portée du pivot, par exemple. Ou des trucs aussi où il arrivait carrément à passer sous des défenseurs. Le défenseur vient, il fait une feinte de tir, hop, le défenseur monte un peu, je passe dessous, et comme les bras sont assez longs, je peux arriver à relâcher le ballon quand même relativement proche du panier en passant dessous. Enfin, c'était que des trucs comme ça, et tu te dis, waouh, mais en fait, s'il arrive à développer le reste du drive, ça peut faire un finisseur de folie. Et en effet, ça, c'est un peu ce qu'on a eu. Mais pour s'y rendre au panier, là, c'était quand même plus compliqué à l'époque. Et donc, il avait des moves, quelques moves de dribble, d'élimination, on va dire, mais le contrôle du ballon était pas bon. Erreur très basique en début de saison. Alors, le début de saison est peut-être pas représentatif de la fin, mais le début de saison, il fait des marchés, il fait des portées de balles, il fait des démarrages avec les appuis qui s'en mêlent, et même le contrôle du ballon était pas fou, mais sauf que ça aussi, ça se bosse, il a bossé, le contrôle est parfait aujourd'hui, et sa grande force, mais qu'on voyait déjà à l'époque, c'est que, vu qu'il a des bras très très longs, et que bon, au-delà de ça, hein, il n'est pas explosif, mais il est quand même très fluide et coordonné en tant qu'athlète, donc ça aide, hein, tout le monde n'est pas comme ça, et encore, je parle même pas de la décélération, mais il est fluide, il peut descendre son centre de gravité assez bas en mouvement et garder l'équilibre, mais en plus, parfois, il n'a même pas besoin de descendre le centre de gravité parce qu'il a des bras tellement longs qu'il peut dribbler très proche du sol, même sans trop descendre sur les appuis et être bas. Et ça, c'est une force assez dingue. Je crois qu'on en parlait il n'y a pas longtemps dans une hebdo avec Baptiste. On parlait de ça avec Dylan Harper aussi. Dylan Harper qui a donc deuxième pick de la draft 25, qui a des bras très longs et tu as cette même impression de... En fait, il dribble avec le ballon très, très proche du sol à tout instant parce que les bras sont tellement longs que, en fait, de l'épaule au sol, il arrive à combler cette distance facilement. Et donc, forcément que la maîtrise du ballon, une fois que tu as acquis la maîtrise, ça permet de faire des moves de folie parce que le dribble est plus proche. Donc, plus proche du sol veut dire aussi plus rapide. Le dribble est plus court, donc tu peux plus vite faire des différences. Et puis non, surtout le truc de fou, c'est à quel point est-ce que c'était le jour et la nuit en termes de contact. C'est quelqu'un qui à la fac n'attaquait jamais le contact. Parce que il n'avait pas appris, manque de savoir-faire, parce que aussi il était frêle, donc même s'il avait attaqué le contact à l'époque, ça n'aurait rien fait, il aurait explosé lui-même au contact. Et là je parle de contact à la fois pendant le drive, mais aussi à la fin. Donc pas que à la finition aller attaquer un protecteur de panier, même pendant le drive, hein. C'est-à-dire pendant qu'il driblait, il n'allait pas attaquer le contact. Et puis donc troisièmement aussi, le fait que vu qu'il avait cette capacité avec ses longs bras à peu près tout le temps s'en sortir comme ça et à créer des angles de lay-up un peu ouverts à volonté, il n'avait pas non plus besoin d'attaquer le contact. Et ça, pour le coup, c'est un point qui est différent de certaines stars qu'on a déjà évoquées, mais c'est un peu... en général, il y a un peu ce qui tout double en fait. Et ce côté, les mecs qui ont un tel toucher de balle de type Kyrie Irving, de type Stephen Curry, de type Nikola Jokic, parfois ces mecs-là, comme ils peuvent créer un angle de lay-up ou finir avec un toucher soyeux, ils vont pas tenter d'attaquer le contact. Vu qu'ils sont brillants sur de la finesse, ils vont un peu rester dans ce registre-ci. Et c'est là où je pense que le cas de Shai est assez fascinant parce que il a poli encore plus ce jeu en finesse, passer par son défenseur, passer autour d'un défenseur, créer des angles de lay-up avec ses longs bras qui peuvent faire que le ballon est libre à peu près à tout instant, etc. Mais il n'est pas resté enfermé là-dedans. Et il a appris à attaquer le contact, même aujourd'hui. Et voilà, ça peut ça peut faire rire aujourd'hui où on se moque de lui parce que c'est lui qui attaque les contacts et qui provoque des fautes, etc. Et que même, voilà, c'est un mec qui est ultra giga physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrive à avoir autant de fautes. C'est que il y a des moments, il a développé une charpente fabuleuse en termes de puissance. Donc, il a bien rempli la charpente qui était large, enfin qui était fine, mais avec les épaules larges. Hop, il l'a rempli. C'est un athlète de fou. Aujourd'hui, c'est un mec qui peut descendre l'épaule, te mettre un coup d'épaule dans le torse et te dégager du chemin. Donc, l'action d'après, ou même en général, tu te dis, puisqu'il peut m'attaquer comme ça, moi, quand il s'apprête à m'attaquer, il faut que je sois dur, il faut que je sois prêt à repousser le contact. Et c'est quand toi, tu es prêt à repousser le contact que lui, il va faire, il va pas t'attaquer vraiment, il va t'effleurer et partir en arrière. Hein. Et donc, en fait, c'est cette dualité qui est fabuleuse. Mais justement,
pourquoi est-ce qu'il a autant de fautes un peu sur ce flopping, entre guillemets, ou ce coup de théâtre, hein, peut-être. C'est parce que, justement, il y a des fois, il y va franchement, et il y a des fois, il est capable de te bouger complètement. Donc, toi, en tant que défenseur, tu te dis, il faut que je me prépare. Donc, quand toi, tu le repousses alors qu'il n'attaquait pas fort, bah forcément, il va se faire bousculer et tomber, quoi. Donc, c'est un jeu très subtil. Mais je trouve ça fascinant de voir à quel point il n'est pas resté un finisseur en finesse. Et il a acquis aussi la puissance et a joué en puissance. Et ça, comme dit, c'est un truc assez unique. Et même pour des stars, même pour des standards de stars, voilà, Stephen Curry, il a jamais voulu non plus aller défoncer des protecteurs de panier, aller s'attaquer, se lancer en plein dans le torse d'un Rudy Gobert, ce genre de choses. Non, parce qu'il peut finir autrement. Donc il le fait autrement. Shai, il a les deux. Et ça, c'est quand même assez bluffant. Et pareil, hein, là, je parle surtout de finition, mais pareil pendant le drive. C'est un mec qui pouvait se faire repousser totalement de ses trajectoires de drive. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est la folie. Hein. Comme dit, il peut descendre le centre de gravité, il peut te dégager du chemin avec un coup d'épaule ou flopper et avoir le coup de sifflet. Mais en fait, il va à volonté sur ses spots. On rejoint aussi le thème qu'on a déjà largement évoqué, donc je ne vais pas le redévelopper encore aujourd'hui, mais les drivers d'aujourd'hui, hein, plus d'espace, donc tu peux aussi réussir avec d'autres moyens que la vitesse pure. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on explique pourquoi est-ce que ce mec, on se disait, ou certains disaient, il n'y a pas juste des défauts, il y a des limites de création, il a tout fait exploser. Mais en même temps, je veux dire, quelle était la probabilité qu'il arrive à faire péter le plafond de tous ces trucs en même temps? C'est-à-dire, le dribble, amélioré. Le pull-up, tout s'améliorait. Je ne vais pas redétailler, mais il y a au moins 4-5 points sur le pull-up que j'ai détaillé. Mécanique, appui, élévation, tout ça, il a pété. Donc, ça fait déjà 6 ou 7 éléments qu'on a décomptés. Plus, on continue, plus le contact pendant le drive, plus le contact à la finition, plus la capacité à attaquer les contacts en termes de volonté. Enfin, c'était quoi la probabilité que on ait tout ça, et sur tous ces trucs, on va dire sur 10 éléments de scouting, qui étaient des non, qui étaient des négatifs, qui étaient des pas bons, la proba que il arrive à les faire passer, à flip the switch, quoi, appuyer sur le bouton et à tous les transformer ces noms en des oui, tous ces trucs étaient des faiblesses, il les a bossés pour en faire des forces, c'était largement improbable, et ça n'arrive jamais. Donc au final, ça pouvait apparaître comme des limites, on se rend compte que pour lui, c'était pas des limites. Pour beaucoup, ça serait resté en l'état, et voilà, on peut citer plein de noms hein, pour chaque qualité ou chaque défaut, justement. Le côté puissance, par exemple, il y a des joueurs qui n'apprennent jamais à être durs. Il y a des joueurs qui ne font jamais évoluer leur physique, mais même en termes de mentalité, qui n'évoluent jamais. Le côté dribble, il y a des joueurs qui n'arrivent jamais à développer le dribble. Le côté prise d'appui et pull-up, il y a des joueurs qui n'évoluent jamais là-dessus. Lui, on va dire les 5, 8 ou 10 faiblesses scouting, les 10 points un peu faiblesses, il les a toutes, pas juste une, pas juste 5, il les a toutes fait devenir des forces. Donc, c'est là-dessus que le truc est assez dingue. Et donc, aussi, au passage, puisqu'on parle de drive, bon, c'est vrai que le dribble s'est amélioré, il y a les longues enjambées, la taille, il y a les longs bras aussi, il y a la finition, le toucher de balle, l'agressivité qui est venue, et ainsi de suite, d'accord, mais aussi et surtout, le point central, c'est la fameuse décélération, c'est-à-dire très concrètement la capacité à s'arrêter à pleine vitesse. Voilà, le fait de pouvoir se stopper, s'arrêter très vite, même quand tu es à pleine vitesse, s'arrêter, et donc notamment pouvoir ensuite soit repartir, reaccélérer ou partir dans une autre direction, donc les fameux changements de vitesse ou direction. Notamment, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir-là, il met un peu plus de temps à s'arrêter à pleine vitesse, ou alors il n'arrive pas à s'arrêter aussi bien, de manière aussi nette, ou pour repartir, il met aussi plus de temps ensuite pour, une fois arrêté, à repartir dans l'autre sens, par exemple. Alors que Shai, il n'a pas du tout ça. Et bon, pardon pour les répétitions, hein, c'est vrai, mais c'est quand même le 3e à passer dans notre série, donc c'est le dernier, donc pardon si on se répète, mais il est dans la lignée de James Harden, draft 2009, et Luka Doncic, même draft que lui. Donc il y a un peu ces similarités entre les trois, et c'est vrai que aucun des trois ne rentre dans ce moule classique, on va dire, de l'athlète, un peu ce qu'on aimait bien à l'époque, ou le truc classique, c'est-à-dire soit méga puissant bodybuildé, soit sinon l'aspect de explosivité, verticale ou horizontale. Le premier pas rapide, démarrage, la vivacité, mais plus que vif, vraiment explosif de 0 à 100 en une fraction de seconde. Et aucun de ces trois ne rentre dans ce moule de l'athlète parfait au sens commun de ce qu'on imagine. Par contre, les trois sont les meilleurs de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas les meilleurs depuis 15-20 ans sur cet aspect de décélération, et donc de pouvoir ainsi, grâce à ça, jouer sur la nuance, maîtrise de drive, changement de vitesse, direction. Et voilà, et c'est aussi là-dessus où je pense que Shai, pour le coup, il faut le dire, on a parlé du fait qu'il était joueur en finesse, mais aussi en puissance. C'est pareil, c'est un mec qui peut être rapide, mais aussi ralentir et ensuite réaccélérer, etc. Et ça, c'est
pendant le drive, c'est aussi au démarrage. Hein. Il fait fin de démarrage lentement et hop, d'un coup ça part vite, mais pas au même moment. Donc il y a une question de timing aussi là-dedans, de maîtrise du timing qui est parfaite parce que le premier pas rapide, on sait ce que c'est. Hop, le mec il dribble, hop, le petit saut d'appui et hop, boum, ça accélère. Donc on connaît le timing sur les démarrages de Shai, c'est de par le changement de vitesse, mais c'est aussi le timing à des moments différents. Tu t'y attends pas, il est en plein crossover et il dit mince, il accélère à ce moment-ci. Le défenseur, ses repères sont totalement bouleversés. Donc au démarrage, pendant le drive aussi, les changements de vitesse et de direction où il commence à aller très très vite et d'un coup hop, il ralentit au milieu. Donc le défenseur ralentit. Et en fait non, il réaccélère, pareil. Et de même aussi à la finition. C'est un élément hyper important de la finition de pouvoir s'arrêter avec un premier grand pas et puis un deuxième beaucoup plus court et le temps de laisser passer le défenseur qui était en train de sauter, etc. Donc en fait, c'est le meilleur de tous les mondes partout en fait, Shai. Il y a un côté et joueur en puissance et joueur en finesse et un joueur qui peut être rapide avec des grandes enjambées qui avalent beaucoup de terrain, mais aussi donc ralentir, c'est parfait. Et pour le coup, c'est vrai que c'est moins le cas pour Shai et Doncic, mais tout de même un peu. C'est moins le cas, donc je disais, que pour Harden. Parce que Harden, on l'a bien dit, épisode qu'on a fait il y a quelques temps, en 2009, on dit c'est pas un athlète qui est très bon. On avait sous-estimé à quel point c'est une qualité fondamentale et d'élite. Il n'est pas juste bon, il n'est pas juste très bon, il est élite. Alors, ça c'est aussi accompagné, on l'a dit, de le jeu s'est ouvert, plus d'espace, donc peut-être qu'il y avait des joueurs dans les années 60, 70 et autres qui avaient ça mais qui n'ont pas pu le montrer. Mais donc Harden est un peu la figure de proue de ça, le premier. Et même Doncic et Shai qui arrivent pile au moment où, justement, 10 ans plus tard, notre ami Harden est dans son prime et ça commence un peu à sortir, à se populariser. On prend conscience de cette force de la décélération. Même à l'époque, c'est peut-être un peu sous-coté, en un sens. Pour le coup, moi, j'en parle des changements de direction dans le scouting. Je crois que Jackson Hoy aussi, un article, il parle de cette décélération à un moment donné. Donc, voilà, grâce à Harden, c'était un peu présent. Donc, je dis pas qu'avec Shai, c'était totalement sous-coté ou sous-évalué. Hein. C'est pas comme Harden. Doncic, c'est pareil. Doncic, on avait aussi conscience de ça. Pas comme Harden. Mais, il faut quand même le dire, parce que c'est aussi le pouvoir magique de Shai. C'est d'où ça part, cette décélération, en grande partie. Il donnait aussi les articulations, les genoux, etc. Mais les chevilles de Shai Gilgeous-Alexander sont les chevilles de Shai. Il va falloir les prendre et les mettre au musée un jour parce que c'est absolument délirant. La capacité de ses chevilles à se tordre dans tous les sens. Et nous, on fait ça, de pouvoir planter l'appui, donc la cheville, au sol pour s'arrêter brusquement. Nous, on fait ça, l'os il part, quoi. L'os il continue sa trajectoire. Non, lui, il a des chevilles complètement dingues où en fait, elles lui permettent de rebondir dans tous les sens et vraiment d'absorber les chocs. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'elles sont capables d'absorber les chocs et de se tordre un sens, l'autre et de pouvoir tout de suite rebondir, en fait. Donc, c'est son super pouvoir magique pour moi qui lui offre cette capacité de changement de direction. C'est à quel point ces chevilles bioniques sont totalement délirantes. Et pour ajouter encore, c'était pas du tout un scoreur à l'époque. C'était pas du tout un scoreur. Moi, j'aimais bien un peu un espèce de potentiel lointain, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et moi, là où je tombe amoureux de Shai, c'est surtout sur le côté. Je crois que mon premier tweet à son sujet, quand je découvre son premier match, j'avais tweeté. En fait, c'est Shai de Gaulle. Parce que comme c'est un général de terrain, c'est Shai général de Gaulle, quoi. Vous voyez, avec mon humour qui malheureusement est ce qui est. Mais non, mais en fait, pour moi, c'était un général de terrain. Et ça aussi, c'est un truc assez fou de voir que on avait un joueur qui était vraiment meneur dans l'âme. Alors, pas totalement, parce que comme dit, il y avait aussi pas mal d'erreurs de initier un système. Voilà, tout ce qui est gestion du jeu, c'était pas parfait. Par contre, il y avait cet aspect de jouer sous contrôle. C'est vraiment tout le temps sous contrôle. Des actions où tu te dis, là, il fait un drive, il arrive à la fin, le défenseur est encore en face, il va pas précipiter une passe, un kick-out, hop, il s'arrête, pied de pivot, il attend une seconde de plus, une demi-seconde de plus, et hop, ouverture, il la voit, il la sert. Voilà, ce genre d'action sous contrôle, et ce qui fait que ça correspond aussi parfaitement au jeu moderne. Voilà, le même refrain, mais peut-être que Shai, 10 ans avant, dans beaucoup moins d'espace, en effet, peut-être que c'est juste un joueur de rotation. Peut-être que c'est juste un meneur en sortie de banc, ou un meneur de calibre moyen ou moyen bon, peut-être, mais je pense qu'on n'a peut-être pas ce joueur-là qui a profité de cet espace. Et en fait, l'espace s'est ouvert pour lui. Et enfin, en NBA en général, l'espace s'est ouvert. Donc, il a dû faire face à plein d'espaces. Quelle est la meilleure qualité dans cet espace? C'est de jamais paniquer, de rester sous contrôle. Doncic et lui, c'est pareil. Et donc, au final, cette qualité un peu de général de terrain, comme je dis, le Shai de Gaulle, mon surnom à la con, c'était ça. Et en fait, ce qui est presque un peu, entre guillemets, décevant, c'est qu'au final, on a plus un scoreur et pas tant que ça un passeur en NBA. Mais le passing était très cool, parce que c'était un passing, c'était pas un passing tranchant, création de décalage parce que très vif, etc. C'est un passing de, tu peux toujours attendre une demi-seconde de plus et
l'ouverture va être faite et l'ouverture il va l'avoir. Et avec même une certaine dose parfois de manipulation de défense par moment, driving kick qui était pas tranchant, mais donc du coup on a dit assez maîtrisé, assez posé, pick and roll aussi très bon pour envoyer lecture numéro 1 ou lecture numéro 2, le rollman ou le shooter côté faible. Ça c'est vrai qu'au niveau NBA on l'a un peu moins, mais je sais pas à quel point c'est pas juste, c'est pas qu'il l'a pas, c'est juste que il est dans un système aussi particulier à OKC, un système qui est fait pour le drive notamment, et que c'est pas tant que ça une attaque qui va se reposer à foison sur le pick and roll, spacing, etc. Donc déjà, premièrement, et puis même deuxièmement, il a peut-être pas non plus besoin de forcer là-dessus des masses, puisque c'est un scoreur, et qu'on lui demande de scorer, et que c'est sa mentalité aussi, et que, conséquence très, très basique, hein, qu'on en parle à chaque fois, mais en fait, la créativité en soi n'est pas si folle que ça. C'est pas un chapeau à créativité de passing, je pense pas, mais c'est un scoreur tellement dangereux que c'est comme ça qu'il le fait, le décalage. Et donc, une fois que tu drives et que tu as 4 mecs sur toi, parce que tu as une telle menace qu'il y a 4 mecs qui viennent sur toi, ben en fait, il n'y a plus qu'à faire une passe simple. Il y a forcément un shooter qui est abandonné quelque part avec une passe assez simple à effectuer. Mais donc, c'est aussi là-dessus où je pense qu'il faut faire la distinction, hein, comme à chaque fois, entre le passing en soi et le playmaking, on va dire, ou plutôt la création collective. Parce que il a beau ne pas faire des passes fabuleuses, je pense tout de même que son impact sur le collectif, en termes de playmaking et en termes de création de jeu collectif, il est quand même plus grand que son niveau intrinsèque de passing, parce que le but est de créer des décalages. Tu crées des décalages, et si ensuite tu as juste à faire une passe simple et que extra passe, ça fait un tir ouvert, bon bah c'est génial quoi. Mais voilà aussi pour le côté passing, pour le coup. Et dernier point peut-être sur la défense. C'est vrai qu'à l'époque, c'est un mauvais défenseur. Mais parce que là encore, hein, il y avait un côté pied plat, j'allais dire, mais appui un peu lourdeau, quoi. Il n'était pas du tout rapide sur la mobilité latérale et ce genre de choses. Donc, en fait, il était très sujet à se faire attaquer par des petits explosifs. J'ai des souvenirs d'un match contre Alabama, justement, contre Sexton, sur le tournoi SEC. Il se fait dépasser 3, 4, 5, 6 fois sur le match parce que Sexton a le premier pas explosif et que lui, il peut pas trop. Après, tout de même, ce qui était notable, c'est à quel point c'était déjà un playmaker défensif. Des bonnes mains et surtout les longs bras, à quel point aussi la défense collective c'est quand même bien amélioré parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs, mais vous voyez bien que c'est quand même des erreurs de jeunesse, on va dire, vraiment de vraies erreurs de jeunesse, et presque j'ai envie de dire que aujourd'hui il va pas être sur le meneur en face en NBA, en tout cas pas sur la star, il va pas être sur Lillard, il va pas être sur Kyrie, sur Curry, ou voilà, il va pas être sur ce type de profil parce qu'on dit c'est la star, faut la protéger, et puis surtout il y a aussi Caruso, il y a Casey Nolas, il y a Lou Dort aussi, donc en fait depuis même 4-5 ans, il a toujours eu des très très bons défenseurs on-ball à côté de lui qui prennent un peu sa charge pendant que lui, entre guillemets, la star, est protégé. Hein, tu mets pas SGA sur Curry. Mais, paradoxalement, bah, c'est peut-être un peu mieux même en termes de profil parce que vu son manque de mobilité latérale, en fait, quand il doit défendre, par exemple, les match-ups contre Denver ou sur des match-ups croisés, il se retrouvait non pas sur Jamal Murray parce que pick and roll avec Jokic, etc., mais qui devait défendre un plus gros qui était Michael Porter Jr., bah, au final, c'est pas plus mal parce que ce qu'il n'a pas en mobilité face à des petits explosifs, par contre, il a de la taille et de la longueur. Donc presque, on se dit, match-up croisé, mais pas tant que ça. Quand tu fais 6-6 de taille avec des bras de 6-7, certes, Michael Porter il est plus grand, ou des ailiers comme ça, hein, mais parce que c'est fréquent qu'il soit mis sur le poste 2 ou poste 3. Mais en fait, c'est pas tant que ça un mismatch, et même plus que ça, c'est presque mieux. Je pense que Shai, défensivement, est presque plus intéressant sur ce type de profil, paradoxalement plus grand, alors que tu dis non, le meneur, il faut pas, mais en fait, si. Alors que sur des plus petits, il peut se faire un peu cibler, encore une fois, par de la vitesse pure et ce genre de choses. Donc il y a ça. Et puis, les erreurs de défense off-ball ont été nettoyées en partie. Après, voilà, c'est comme toutes les stars, parfois, il n'est pas parfait non plus off-ball. Mais je trouve quand même que ça fait 2 ans qu'il est assez impressionnant, je trouve, sur la défense off-ball et notamment la protection de panier. Et je trouve qu'en 24, par exemple, 2024, c'était pas autant le cas. Mais en 25 et là 26, je trouve qu'il y a des séquences de protection de panier et assez cool, même dans des gros matchs, hein, je veux dire. Donc ça, c'est quand même assez bien pour le coup. Et globalement, il a aussi la chance, hein, si on fait des duels de MVP notamment, ou comparé à Jokic, c'est que Jokic est sur un poste plus important en défense. Donc oui, Shai, ça va pas être la folie en défense, hein. C'est pas une plus-value énorme en défense, mais c'est quand même pas mal du tout, et surtout sur un poste qui est moins demandant. C'est-à-dire que voilà, les stars sont pas toujours des défenseurs de fou, mais quand tu es au même niveau, par exemple, pour un niveau équivalent, c'est plus grave d'être un pivot que d'être un meneur seulement moyen ou mauvais, pour le coup. Donc là, il y a aussi ça qui est bien pour lui, c'est qu'en plus on arrive à le cacher, etc. Mais bref, je pense que globalement on a quand même un défenseur qui est au moins moyen, parfois mauvais, hein, selon les matchs, où ok, il peut se trouver parfois, mais au moins au niveau moyen, voire parfois quand même une plus-value. Et ça, c'est pas non plus toutes les superstars ou mégastars. Donc voilà.
Donc au final, il y a quand même pas mal de choses à aimer dans le scouting. Alors c'est facile le a posteriori. On peut voir que plein d'indicateurs étaient quand même très cool. Mais parce qu'on sait que c'était une star, c'est devenu une star. Et on peut très bien, avec le a posteriori, se dire waouh, super indicateur, 82% lancé franc. C'est qu'il y avait un touché et donc potentiellement de la finition au panier qui était déjà là à l'époque, mais surtout potentiel jump shot. C'est vrai. Pareil, indicateur interception. Il était quand même pas mal. Hein. 2 par 40 minutes, on a dit, je crois, à l'époque. Donc voilà, là encore, le interception, tout ceci est corrélé au cerveau et donc le QI offensif se retrouve aussi dans l'interception en défense. Pareil, le fait qu'il fasse des très bonnes lectures, qu'il soit toujours sur contrôle, etc., etc. Il y a quand même plein d'indicateurs qu'on peut relever en disant waouh, on voyait qu'il y avait un peu des flashs ou des trucs qui popaient un peu, qui se démarquaient en mode peut-être indicateur star ou joueur majeur. Pareil, ça aussi je l'avais pas noté à l'époque, mais à quel point, mine de rien, il jouait combien? Il jouait 34 minutes par match, donc c'est quand même énorme, hein, 34 minutes par match, alors qu'en plus en début de saison il joue pas autant, mais il finit à 34 minutes par match, Shai. Et il était déjà à plus de 5 lancers francs par match en NCAA. Bon, ça aussi, c'est pas mal quand même. Quand tu vois que, mine de rien, pour autant réticent au contact qu'il ait été à l'époque, mine de rien, quand même, 5 lancers francs par match à la fac. Donc voilà. Et puis, pareil, on en a parlé avec Arden, je crois, mais un mec qui est à ce point efficace sur un rôle de créateur au niveau NCAA, ça aussi, tu préfères ça plutôt que l'inverse. Tu préfères un prospect qui est déjà efficace au niveau inférieur, plutôt que des prospects parfois qui arrivent et on dit ouais, potentiel théorie, etc. Mais en fait, tu regardes la fac et c'était pas des bons créateurs. D'ailleurs, Jalen Brown, on a parlé de Jalen Brown dans la série, les chiffres de création pure de Brown, c'est nul. Alors que Shai, à l'époque, il était déjà à 58% true shooting, donc ça fait je pense qu'il devait être à plus 8 à peu près, plus 8, plus 10 relatif au niveau de la fac qui est plus bas. Mais voilà, on avait déjà un mec qui, en tant que joueur de 19-20 ans, freshman, one and done à Kentucky, est devenu, je l'ai pas dit, mais il sortait du banc en début de saison. Il a fini go-to-guy de Kentucky, au passage, mais qui était déjà efficace. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plein de petits indices, et je pense que la leçon à retenir, c'est aussi qu'est-ce qui évolue moins. Le QI, ça évolue pas beaucoup. Donc ça, quand t'as ça d'élite, c'est top. Le toucher de balle, en carrière, ça évolue pas des masses. Donc ça, quand t'as ça, c'est génial. Par contre, d'autres qualités, notamment des qualités qui peuvent beaucoup plus évoluer, c'est le dribble, le footwork, le pull-up, la mécanique de tir, etc. Et ça, ce ne sont pas des qualités fondamentales. Donc, si tu arrives à les faire bouger et que tu as le capital génial de base, toucher, QI basket et compréhension du jeu notamment, comme Shai, en plus de, voilà, le jackpot aussi des centimètres, hein, ça, c'est aussi une star parce que malgré les progrès, il le fait en étant très grand et hyper long. Je veux dire, vous prenez un mec qui fait 5-10 de taille, donc un petit meneur, et avec des bras de 6-2, voilà, avec les mêmes progrès, on n'a pas la même star, évidemment. Mais donc, quand tu as de telles fondations physiques, de mensuration, plus capital un peu de base de tout ce qui est toucher, intelligence, etc., et que tu arrives à faire progresser tout le reste, le dribble, le pull-up, mécanique, les appuis, le contact, etc., bon, tu as la version qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs attaquants de l'histoire et peut-être un des cas d'évolution inattendue les plus incroyables qu'on ait vu dans cette série et peut-être de l'histoire. Hein, parce que, comme dit, c'était pas du tout attendu que ce mec qui, au mois de novembre, 6 mois avant la draft, il sortait du banc à 20 minutes par match pour Kentucky avec que des choix brouillons, etc., et qui finit quelques années plus tard MVP, les meilleurs scores de l'histoire de la NBA, parfois au niveau du scoring, etc., etc. Donc voilà pour Shai Gilgeous-Alexander qui a fait exploser tous les plafonds qu'on semblait vouloir lui mettre de par les limites de son profil qui n'en étaient pas des limites. Voilà pour Shai, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.